de syndrome, de maladie. C'est une autre manière, en fait, on va refaire la sémiologie, mais dans l'autre sens. Au départ, vous avez fait en fait, le détail. Maintenant, on va essayer de faire le contraire. La maladie, puis on détaille ce qu'elle comporte comme signes physiques et signes fonctionnels. D'abord, est-ce que vous m'entendez ou pas? Alors, je vous conseille d'utiliser le chat, c'est mieux, hein. Heu, Très bien. Hem, Évitez d'utiliser le micro. Si vous avez des questions à poser, il faudrait les poser par écrit. J'y répondrai soit au cours du cours ou à la fin, ça dépend. Alors, OK, pardon. Là, on commencera par les péricardites, hein, puis on finira par les insuffisances cardiaques. Alors, on a 2 types de péricardites. On parlera d'abord des péricardites aiguës, puis des péricardites constrictives. Donc, bien qu'il s'agit et puis on enchaînera avec les insuffisances cardiaques. L'insuffisance cardiaque gauche, puis l'insuffisance cardiaque droite et enfin l'insuffisance cardiaque globale. À chaque fois qu'on parlera, que ce soit de la péricardite ou de l'insuffisance cardiaque, droite, gauche, globale, péricardite aiguë constrictive, il s'agira toujours d'avoir des signes fonctionnels et des signes physiques. Alors, la sémiologie, ce qui est très important, c'est les tiroirs. C'est-à-dire il faudrait qu'il y ait plein de tableaux dans votre tête, dans vos têtes. Il faudrait toujours classer les choses. Classer les choses vous permettra de mieux les apprendre, les comprendre et puis, heu, de de répondre aux questions, de les assimiler. Donc toujours, quand vous avez quelque chose, une pathologie, un symptôme, un signe, toujours le classer en signe fonctionnel et en signe physique. Alors le signe physique, c'est ce que rapporte le patient, pardon, le signe fonctionnel, c'est ce que rapporte le patient et le signe physique, c'est en fait, ce que vous allez retrouver vous à votre examen. Alors, heu, écoutez, on va faire un petit sondage pour savoir est-ce que les gens arrivent à est-ce que la qualité du son ou de la transmission elle est bonne ou pas? Alors, sondage, voilà. Hem, alors, qualité du son, alors, bonne ou pas? Pardon. Ah, voilà. Déjà le tiers, il a répondu que oui. Ah. Écoutez, puisque le tiers, il dit que la qualité, elle est bonne, c'est que le problème, c'est à votre niveau, hein. S'il y en a qui n'arrivent pas à entendre, c'est que la qualité d'internet, elle est mauvaise avec eux. Donc du coup, on n'y peut rien. C'est ça l'inconvénient, en fait, avec la visioconférence. J'aurais aimé qu'on fasse le cours, en présentiel, mais bon, il y a eu la grève. De toute façon, le cours sera enregistré et je vais vous envoyer et
le PowerPoint ainsi que l'enregistrement, du cours. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez un enregistrement de très bonne qualité. Ceci dit, il faudrait qu'on commence peut-être. Alors, ferme l'écran sondage. Un bref rappel, hein. Le péricard, c'est ce fait en fait, c'est comme un sac, hein. C'est un sac qui recouvre le cœur, ni plus ni moins, sauf que ce sac-là, il est dédoublé, il a une doublure. Très bien. Heu la partie interne va être collée au cœur, elle va le couvrir et puis la partie externe de l'extérieur. Ce péricard, il a un rôle de protection, ni plus ni moins, une protection mécanique, physique. Entre les 2 doublures de ce sac, il y a un espace, enfin un espace qui rend enfin c'est un espace virtuel parce que à plusieurs endroits, le péricarde pariétal et viscéral sont collés l'un à l'autre, mais il y a quelques cc de liquide, à l'intérieur, à peu près 20 cc qui permettent en fait, le glissement du péricarde viscéral sur le péricarde pariétal. Vous savez le cœur, pardon, est tout le temps en mouvement, il se remplit, il se vide et ben et ce sac qui entoure le cœur, il doit suivre, en fait, il doit se distendre quand il y a remplissage et puis attendez, je vais arranger les choses. En fait, le cœur va se distendre lors du remplissage, il va se ratatiner lors de l'éjection et le péricarde là va suivre. Alors, est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, écoutez, tant que la majorité arrive à m'entendre, c'est que certains ont enfin, ils disposent d'une mauvaise qualité d'internet, c'est tout. Et je l'ai dit, hein, je vais vous envoyer un cours enregistré. Très bien, on poursuit. Et du coup, il faut imaginer que le cœur, il est entouré par un sac en plastique, enfin extensible, qui avec une doublure, voilà. Et qu'entre les 2, la doublure et l'extérieur du sac, il y a un peu de gel qui permet, aux 2 aux 2 tissus de glisser sur l'autre. Voilà. Il a que celui-là, ce sur le cœur, eh bien, il arrive qu'il s'inflamme, comme toute partie du corps. On peut avoir une inflammation de l'œil, on peut avoir une inflammation de la muqueuse, des narinaires, on parle de rhinite, on peut avoir une inflammation, du cœur lui-même, on parlera de myocardite, de la plèvre, on aura pleurésie. Donc là, le péricarde peut s'inflammer, peut s'irriter, peu importe les raisons, il y en a plein, virales, bactériennes, hem, néoplasiques, heu, peu importe et à la fin, ces fluides vont s'enflammer et quand ils s'enflamment et ben, ça donne la péricardite. Hem, cette péricardite-là, elle va s'exprimer donc d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire que le patient va se plaindre essentiellement de douleurs thoraciques et en second temps par une dyspnée. Le tout dans un contexte arrêté de me demander l'autorisation de partager le contenu. Alors, très bien. Le patient va c'est un patient qui en fait compte, qui a présenté dans les quelques jours qui ont précédé la symptomatologie, une, un syndrome grippal. C'est quoi un syndrome grippal? C'est un petit fébricule, des douleurs articulaires diffuses, une fatigue, une rhinite, voilà. Et puis soudainement se déclare une douleur thoracique. Et à l'examen, vous allez entendre ce qu'on appelle le frottement péricardique. Alors, on revient à la douleur.
Alors, la douleur, elle est quasi présente. Avoir une péricardite asymptomatique, ça, c'est rare quand même, hein. Et typiquement, c'est une douleur qui apparaît soudainement. Elle est très intense, elle est vive, parfois, elle est même type brûlure cuissante. Et puis, le plus important, c'est son caractère respiro et position dépendante. Ça, c'est très, très, très important parce que les douleurs thoraciques, vous en aurez toujours dans votre consultation. Il faudrait savoir que, on va dire, une fois sur 10, ces douleurs sont d'origine péricardique. Et typiquement, ça c'est très typique avec cette douleur, c'est cette dépendance à la respiration et la position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient vous dira: «Docteur, cette douleur augmente quand je respire profondément et quand j'expire, je suis soulagé. Et puis quand je m'allonge, cette douleur est exacerbée, elle augmente et quand je me mets en position assise en antéflexion, là, je vais beaucoup mieux». En fait, c'est simple, hein. Pourquoi il y a quelqu'un pourrait me dire pourquoi il y a une exacerbation, en position debout et en inspiration? Parce qu'en fait, l'explication des 2, l'augmentation de la douleur à l'inspiration profonde et à la mise en place à la mise en décubitus, elle est la même, hein, la raison. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi la douleur péricardique est augmentée par le décubitus et l'inspiration profonde? Allô? Quelle pression qui augmente? Non, non, la pression artérielle Euh, n'augmente pas du tout. Au contraire, enfin, elle n'augmente pas du tout. je pense parce que Non, encore, à l'inspiration et au décubitus, il y a une seule chose qui augmente, hein, il faudrait avoir un réflexe. Du tout, non. Heu, à l'inspiration, ce qui va augmenter, c'est le retour veineux. Au décubitus, c'est le retour veineux. Le retour. Eh ben, ceux qui n'ont pas le sang, ils peuvent rien faire. Ils peuvent absolument rien faire. Vous avez une mauvaise qualité d'internet, vous ne pouvez rien. Voilà. C'est pour ça que le présentiel, c'est mieux. Non, je vais vous expliquer. Le retour veineux va augmenter, la quantité de sang qui arrivera au niveau des ventricules va augmenter, ils vont se distendre de manière beaucoup plus importante et ils vont tirer sur le péricarde. Et c'est pour ça que, à l'inspiration et en décubitus, la douleur augmente parce que la quantité de sang qui arrive au ventricule est plus importante. Du coup, puisque ce sac péricardique est intimement lié au ventricule, donc quand les ventricules se distendent, le péricarde va suivre et il va y avoir une plus grande douleur. À chaque fois que le péricarde s'étend, se distend, eh bien, la douleur augmente. Très bien. Euh, J'ai dit que ce qui va ramener le patient à votre consultation, c'est la douleur. Et la douleur, c'est une douleur thoracique, bien entendu. Et on dirait que la douleur thoracique est de type péricardique si elle est répandante et potente. Le tout va en fait se présenter dans un contexte de syndrome. Et écoutez, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Éteignez vos micros. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Très bien. Et la dyspnée, en fait,
la dyspnée, c'est pas une réelle dyspnée en fait, en réalité. La dyspnée, la dyspnée, c'est une dyspnée antalgique. C'est un petit peu comme la dyspnée de l'embolie pulmonaire. C'est une dyspnée type antalgique. À l'inspiration, je vous ai dit qu'à l'inspiration, il y a le retour veineux qui va augmenter, qui va distendre de manière plus importante les deux ventricules, puisque le péricarde est collé au ventricule. Si la cavité cardiaque droite ou gauche se distend de manière plus importante, et à chaque contraction, systole-diastole, le péricarde va suivre. À la diastole, le VG est dilaté, le VD aussi est dilaté, et le péricarde aussi, il se distend. Et quand il y a une systole, les deux ventricules vont se ratatiner et le péricarde aussi. Alors, il y a des terminaisons bien sûr nerveuses au niveau du péricarde. Et s'il est inflammé, il devient douloureux. Et s'il est distendu et inflammé, plus il se distend, plus le patient aura mal. Du coup, le patient va avoir tendance à limiter sa respiration pour ne pas avoir mal, puisque l'inspiration augmente le retour veineux, qui augmente la distension du ventricule droit et du ventricule gauche, et donc la distension du péricarde, qui est inflammé. C'est comme si vous prenez une peau qui est inflammée, vous tirez sur la peau. Et bien, vous aurez mal à chaque fois que vous tirez sur une peau inflammée. Ça, c'est simple. Et si vous laissez tranquille cette peau inflammée, vous aurez moins mal. C'est exactement la même chose. Alors, et quand vous examinerez votre patient, eh bien, vous aurez ce qu'on appelle le frottement péricardique. Alors, il faudrait savoir que pour entendre un frottement péricardique, il faudrait avoir beaucoup de chance. Parce qu'en fait, autant la symptomatologie elle est présente chez 95% des patients, c'est rare d'avoir un patient avec une péricardite asymptomatique, autant le frottement est rarissime, hein. Il n'y a qu'un cadre dans des patients qui vont présenter un frottement péricardique. Et ce frottement, c'est tout simplement dû euh, au frottement, tout simplement, des deux filets péricardiques. Parce que vous vous rappelez au départ, ils sont fins, ils sont collés l'un à l'autre, il y a un peu de liquide qui va fluidifier ce frottement, du coup, vous n'allez rien entendre. Quand les deux feuillets sont fins, qui ne sont pas épaissis, ne sont pas inflammés, et qu'il y a du liquide à l'intérieur entre les deux, qui va faciliter le glissement des deux, il n'y a pas de bruit. Mais dès qu'elles deviennent inflammées, épaissies ou rugueuses, eh bien, ils vont faire un bruit. Et ce bruit-là, il est très particulier. On parlera d'un bruit que bien sûr que vous allez entendre au niveau de toute la région précordiale. La région précordiale, c'est l'équivalent du péricarde. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Vous allez pouvoir l'entendre au niveau de tout le monde. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Oh là là. Écoutez, si vous n'éteignez pas vos micros, je vais mettre fin au cours. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez éteindre vos micros ou pas? Écoutez ça, je vais mettre fin au cours, hein. Alors, on termine. Donc, puisque le péricarde intéresse toute la région, le péricarde, c'est le cœur, hein. Donc, du coup, vous allez entendre partout. Au niveau de la région précordiale, il n'y aura pas un foyer hospitalier particulier. Par contre, il n'y aura aucune irradiation. C'est-à-dire que si vous mettez votre stéthoscope au niveau de l'aisselle, au niveau du cou, il n'y a pas d'irradiation. Et il sera soit mésosystolique ou mésodiastolique, ou les deux. S'il est mésosystolique et mésodiastolique, vous allez entendre un bruit de va-et-vient, un bruit d'aller-retour. Et puis, on dit toujours que le frottement péricardique, c'est un bruit râpeux. C'est quoi râpeux? Le mot râpeux vient de la râpe. La râpe, c'est cet ustensile de cuisine avec lequel on va râper les oignons, les carottes et tout.
c'est ce bruit-là de râpe. C'est le même bruit que vous entendez quand vous râpez, par exemple, une carotte ou là, où il ressemble un petit peu aussi au bruit de froissement de papier. Si vous prenez un papier que vous le froissez, eh bien, c'est ce bruit-là ou le bruit de râpe, tout simplement. Eh bien, si vous demandez et c'est ce bruit-là qui est en fait, bruit râpeux, un bruit de va-et-vient, il ressemble au frottement pleural, quand vous avez une pleurésie et la dif enfin la face enfin, on peut facilement le différencier d'une pleurésie, bien par sa persistance en apnée. Autant à l'apnée, le bruit de frottement pleural va disparaître, eh bien celui de la péricardite, il va persister. Et bien entendu, l'intensité de ce bruit-là va vraiment dépendre, heu, de la position du patient et puis elle peut différer donc, selon la position du patient, assis, debout ou allongé et aussi elle peut varier d'une heure à une autre ou d'un examen à un autre et le plus important, c'est sa fugacité. Fugace, ça veut dire que variabilité. Il peut rester quelques heures, quelques jours, ça dépend. C'est-à-dire qu'il est très temporaire, il disparaît rapidement. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un quart des patients qui vont le présenter ou chez lesquels on pourra l'entendre. Et c'est tout simplement le fait que les 2 feuillets soient inflammés et qu'ils frottent l'un contre l'autre. Ça veut dire quoi en fait ça veut dire que vous allez vraiment l'entendre en cas de péricardite sèche, c'est-à-dire quand il n'y a pas de liquide entre les 2 feuillets péricardiques. On peut avoir une péricardite sèche ou une péricardite liquidienne. Péricardite sèche, c'est quand les 2 feuillets sont inflammés, mais qu'il n'y a pas de liquide entre les 2. Péricardite liquidienne, il y a inflammation des 2 feuillets péricardiques avec un peu de liquide entre les 2. Bien sûr, le frottement péricardique n'existera que dans le cas d'une péricardite sèche ou une péricardite de très petite abondance. C'est-à-dire, malgré la présence d'un peu de liquide, les feuilles continuent à pouvoir se toucher. Mais dès que l'épanchement est beaucoup plus important, eh bien, les 2 feuillets vont se séparer et eh bien, il n'y aura pas ce frottement des 2 feuillets, donc pas de frottement péricardique. Alors, est-ce que c'est clair pour le tableau clinique de la péricardite aiguë? Parce qu'on va enchaîner avec la tamponnade. Docteur, Oui, dites-moi. vous avez dit que, que le frottement entre les deux feuillets Oui. est présent dans le cas soit d'une péricardite sèche ou d'une péricardite. Une très petite abondance. Maintenant, la tamponnade. Qu'est-ce qu'une tamponnade? Bon, enfin, la tamponnade, c'est la présence entre les 2 feuillets péricardiques d'une quantité très importante de liquide. Heu, mais pas que, parce qu'en fait, en cas d'épanchement péricardique de grande abondance, il y a aussi présence d'une quantité importante de liquide dans cet espace péricardique. En fait, c'est la présence d'un épanchement important qui comprime le cœur. Il est compressif. Présence d'un épanchement compressif qui empêche, le cœur de faire son travail. Le cœur, c'est tout simplement se remplir et d'éjecter. Si cette fonction de pompe qui est pouvoir se remplir et éjecter du sang, elle est gênée par cet épanchement péricardique, on parlera de tamponnade. Alors, il faudrait savoir que la tamponnade, c'est-à-dire l'épanchement péricardique de grande abondance avec compressive, c'est une grande urgence parce que dès que la tamponnade s'installe, on parlera des signes, vous avez quelques minutes, quelques heures, maximum quelques heures pour sauver le patient. Parce que le risque, c'est la diastolie, c'est-à-dire l'absence de diastole, l'absence du remplissage, c'est l'équivalent de l'arrêt cardiaque, c'est l'équivalent de la c'est la même chose que la systolie. La systolie, c'est l'absence d'éjection, donc c'est l'arrêt cardiaque et la diastolie aussi, c'est l'absence de remplissage et c'est l'arrêt cardiaque, hein. Le cœur, c'est une pompe, hein, il doit se remplir et se vider. S'il ne fait pas l'un des 2, eh ben, il est à l'arrêt, tout simplement et souvent, heu toutes les causes de la péricardite aiguë peuvent être responsables d'une tamponnade, ça c'est clair. Mais il y a certaines étiologies qui se compliquent facilement de tamponnade, parce que la tamponnade, c'est une des complications de la péricardite aiguë.
Souvent, c'est les épanchements ou les péricardites néoplasiques et tuberculeux traumatiques qui se compliquent le plus facilement ou le plus fréquemment d'une tamponnade parce que le liquide généralement ou les sécrétions en cas de tuberculose et de pathologie néoplasique, elles sont très importantes. Alors, le tableau, il est très, très, très particulier parce qu'en fin de compte, c'est en même temps, écoutez-moi, les signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë plus collapsus. Deux choses. Insuffisance cardiaque droite aiguë et collapsus. Je m'explique. Alors, euh, là, c'est le cœur droit, le cœur gauche, le poumon. Et en fait, j'ai fait exprès de séparer les deux. Mais bon, quand vous avez un épanchement péricardique de grande abondance compressif, eh ben, il y a quelque chose qui va comprimer les deux ventricules. Très bien. Il va les empêcher de se remplir parce que l'épanchement, il est compressif. Du coup, le ventricule droit ne se remplit pas. Et quand il ne se remplit pas, eh bien, le retour veineux va faire marche arrière et vous aurez turgescence des jugulaires, essentiellement. Euh, Bien sûr que vous n'allez pas avoir les signes d'insuffisance cardiaque droite chronique. C'est-à-dire, parce que pour avoir des œdèmes des membres inférieurs, une hépatomégalie, il faudrait vraiment beaucoup de temps. C'est des signes, certes, d'insuffisance cardiaque droite, mais qui se constituent tardivement. Le premier signe, de manière chronologique, à se constituer en termes d'insuffisance cardiaque droite, c'est d'abord la turgescence, le reflux hépatogégulaire, puis la turgescence spontanée des jugulaires, puis l'hépatomégalie, puis les œdèmes des membres inférieurs. Et en fait, pour l'apparition des œdèmes des membres inférieurs, il faut beaucoup de temps, enfin quelques jours à quelques semaines. Du coup, vous allez avoir juste l'insuffisance cardiaque droite aiguë, c'est-à-dire juste la turgescence des jugulaires, ni plus ni moins. Les œdèmes et l'hépatomégalie, eh ben, elles n'existeront pas. C'est de l'insuffisance cardiaque aiguë. C'est un petit peu comme les signes droits en cas d'embolie pulmonaire aiguë. Vous n'allez pas avoir des œdèmes inférieurs ou une hépatomégalie en cas d'embolie pulmonaire, ça c'est sûr. Mais par contre, la turgescence des jugulaires, si, vous allez l'avoir. Donc, ça c'est d'une part. Pour l'insuffisance cardiaque droite aiguë, c'est juste la turgescence des jugulaires. Puisque le VD ne se remplit pas, eh ben, il ne va rien transmettre au VG. Et puisque le VG ne reçoit rien, il va peu éjecter. C'est pour ça que vous allez avoir l'hypotension ou le collapsus, qu'on appelle le collapsus. Le collapsus, c'est une hypotension. Et quelle est la différence entre le collapsus et l'état de choc, s'il vous plaît? Quelle est la différence? Quel est le point commun entre les deux aussi? Donc, c'est la réversibilité, c'est-à-dire le collapse est irréversible et l'état de choc est irréversible. Non, 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 les deux sont réversibles, heureusement. Non, non, j'ai dit non. J'ai dit que non. J'ai dit que non. L'hypotension et le collapsus et l'état de choc les deux sont heureusement réversibles. Sinon, vous n'aurez pas eu de cours sur le choc, tout simplement. La Encore. diminution de l'excitabilité du cerveau. La diminution de... L'excitabilité du cerveau. Bon, déjà, ça n'existe pas. L'excitabilité du cerveau n'existe pas. Déjà, l'excitabilité du cerveau n'existe pas. Alors, ce qui est en commun entre le collapsus et l'état de choc, c'est l'hypotension. D'ailleurs, le collapsus, c'est juste une hypotension. C'est-à-dire une tension artérielle inférieure à 90 mm de mercure, persistante, bien entendu. Si cette hypotension fait souffrir les organes, le cerveau, les reins, peu importe, la peau, les viscères, c'est des signes de souffrance viscérale. Par exemple, quand le rein souffre, il y a de l'insuffisance rénale. Quand la peau souffre, elle devient pâle et froide. Quand le cerveau souffre, il y a des signes confusionnels. Donc, si des signes de souffrance viscérale s'associent à l'hypotension, on parlera d'état de choc. C'est tout simplement ça. L'état de choc, c'est un collapsus plus signe de souffrance viscérale.
Point. Bien entendu, les deux sont réversibles s'ils sont traités. Alors, à côté de l'insuffisance, donc c'est pour ça que dans le cas d'un épanchement d'une tamponnade, la tamponnade, c'est quelque chose d'aigu, hein. C'est pas une pathologie chronique. Parce qu'en fait, quand ça passe ou ça casse. Soit l'épanchement est très important, il est compressif, soit vous arrivez à sauver votre patient, tant mieux, ça disparaît, soit le patient meurt, tout simplement. C'est un tableau aigu, c'est une urgence. Donc, stimulation cardiaque droite aiguë, plus collapsus, hypotension, et je vous ai expliqué pourquoi. Donc, faites attention devant toute hypotension ou état de choc, il faut rechercher les signes droits. Et si vous les avez, alors c'est très probablement une tamponnade. Qu'est-ce qui peut donner exactement le même tableau clinique? C'est-à-dire insuffisance cardiaque droite plus collapsus au choc, l'un ou l'autre. Bien sûr, le collapsus, s'il n'est pas traité, donne un état de choc. Donnez-moi une pathologie en médecine qui donne exactement l'insuffisance cardiaque droite aiguë plus un état de choc ou un collapsus. Alors, une idée ou pas? Exactement, c'est l'embolie pulmonaire. Parce que l'embolie, elle va bloquer en fait le passage droite-gauche, donc du coup, vous allez avoir un bas débit. Et puisque le remplissage, il est bloqué par le caillot de sang, donc vous aurez à avoir aussi des signations cardiaques droite. Très bien. Mais généralement, le télé-thorax, rapidement, il va faire la différence entre les deux, hein. La radiographie thoracique, c'est très, très facile. Ah, l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est un tableau chronique. L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est un tableau chronique, pas aigu. Très bien. Associé à ces signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë et le collapsus, vous aurez ce qu'on appelle le pouls paradoxal. C'est quoi le pouls paradoxal? Alors, normalement, je reviens à mon schéma. À l'inspiration profonde, je vous ai dit que le retour veineux va augmenter, c'est-à-dire le retour du sang. Ce qui va arriver au niveau du ventricule droit va augmenter. À l'inspiration, la pression baisse dans les poumons, donc il y a une aspiration du sang périphérique. Le sang qui arrive au ventricule droit sera augmenté, donc sera éjecté au poumon, ce qui va revenir au ventricule gauche sera augmenté. Et du coup, le débit cardiaque augmentera. En théorie, à l'inspiration profonde, notre débit cardiaque va augmenter de 10%. Ça, c'est dans le cas normal. Mais dans le cas d'un épanchement compressif qui empêche les cavités droites et les cavités gauches de se remplir, il va les comprimer. Le VD, le retour va augmenter à l'inspiration profonde, mais d'un côté, le ventricule droit, il est comprimé par l'épanchement, et du coup, pour pouvoir assimiler cet excès de sang qui va arriver, il va pousser sur le septum, ce qui sépare le VD du VG. Bon, je les ai séparés. Alors, il va pousser sur le septum pour créer un peu d'espace qui va lui permettre d'assimiler cet excès de sang qui arrive. De l'autre côté, le VG, lui, il est non seulement comprimé par l'épanchement péricardique, mais aussi il va avoir le septum qui va bomber dans la cavité ventriculaire gauche. Donc, il va souffrir de cet excès de retour veineux. Du coup, ce qui va arriver au niveau du VG, il sera encore beaucoup plus limité. Par l'épanchement et par le bombement du septum dans le VG. Et du coup, à l'inspiration profonde, tandis que ce qui va arriver ici va augmenter de 10%, et ben là, le VG va souffrir, il va éjecter moins de 10%. Le remplissage sera encore doublement gêné, du coup, l'éjection sera amoindrie. Donc, il y aura une baisse du débit cardiaque de 20% lors de l'inspiration. On dit que c'est paradoxal parce que normalement, à l'inspiration, le débit va augmenter. Et là, je vous ai expliqué que c'est la gêne par le bombement du septum dans le VG qui va gêner
le remplissage ventriculaire gauche, donc l'éjection ventriculaire gauche, et donc le débit cardiaque. Donc, vous allez mettre votre main ou vos doigts sur le pouls du patient. Vous lui demanderez de faire une inspiration profonde et de bloquer la respiration. Et là, vous aurez un pouls qui va baisser. Et c'est ce qu'on appelle le pouls paradoxal. Et si vous prenez votre tension artérielle, vous allez avoir aussi une baisse de la tension artérielle de 10%. Est-ce que c'est clair pour le pouls paradoxal? Docteur, s'il vous plaît, répétez cette partie. Je répète, dites-moi ce que vous n'avez pas compris. Je ne peux pas tout répéter, ça fait 5 minutes que je parle. Dites-moi exactement ce que vous Le n'avez pas pouls, compris. oui, le pouls paradoxal. Il est belle le pouls paradoxal, parce qu'est-ce qui n'est pas compris le pouls paradoxal? قولي. C'est un peu compliqué. Oula, c'est pas compliqué. Chauffe. À l'inspiration, on avait dit que le retour du son par la veine cave supérieure et inférieure, il sera augmenté. Ça, c'est clair. Je parle dans le normal. Est-ce que vous avez compris que l'inspiration ou le Oui, c'est clair. c'est clair ou pas? Khalas. Quand il y a une inspiration profonde, la quantité de sang qui arrive au VD, donc indirectement au VG, sera augmentée de 10%. Très bien. Maintenant, dans le cadre d'un épanchement péricardique, qui va gêner le remplissage, bien sûr, cardiaque, tamponade par exemple, eh bien, le VD va recevoir une quantité beaucoup plus importante à l'inspiration. On avait dit qu'à l'inspiration augmentait la quantité de sang, le retour veineux. Alors, le VD va trouver une solution intelligente pour pouvoir accueillir cet excès de sang. Il va se distendre aux dépens du ventricule gauche. Alors, le septum, il est au milieu. Je vais vous faire un petit schéma. Alors, comme ça, VD, VG. Très bien. Ça, c'est le VG. Et ça, c'est le VD. Ah, vous avez compris que c'était ça, c'est le VD. Pardon. Voilà. Alors, je vais changer de crayon de couleur. Euh, alors, je vais refaire. Hein. Alors, ça, c'est le ventricule gauche. Ça, c'est le ventricule droit. Voilà. Alors, quand le retour veineux va augmenter, on avait dit qu'au départ, il y avait ici l'épanchement péricardique, donc le distant, peut-être un accouchement. Alors, pour pouvoir, qui est causé par l'augmentation du retour veineux, eh bien, il va faire la chose suivante, il va pousser sur le septum. Voilà, il va se distendre de cette manière. Alors, lui, le VD, il a réglé son problème, il a pu accueillir l'excès de sang qui arrive. Mais le VG, lui, il se retrouve dans un double problème parce qu'il est gêné d'une part par l'épanchement. Quand il va recevoir le sang qui a été accueilli par le VD, il va l'éjecter vers le poumon, le retour vers le VG, et puis le VGA sera dans une situation. Parce que d'une part, il y a l'épanchement, et d'autre part, il y a le septum qui venait le remplissage de la cavité cardiaque. Donc, du coup, tandis que la quantité de sang qui arrive au niveau du VT va augmenter, la quantité de sang qui arrivera au niveau du VG, elle va baisser. Et donc, c'est l'éjection ventriculaire gauche qui va baisser, le débit cardiaque va baisser et le pouls va baisser. C'est pour ça qu'on parle de pouls paradoxal. Au lieu d'augmenter à l'inspiration, il va baisser. Tout ça, c'est à cause de ce baissement du VG. Alors, le septum, il reste tout droit entre les deux. Il n'est censé ni tomber vers le VD, ni
c'est la séquence. Mais il a sans problème. Oui, docteur, c'est clair. Merci. Clair ou pas? Aïe, très bien. Alors, et puis le dernier signe, c'est un signe fonctionnel. Excusez-moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par les signes profonds. C'est le signe matérien. Ça veut dire quoi une dyspnée signe matérien? C'est une difficulté respiratoire, mais quand vous auscultez le poumon, il n'y a aucun signe physique. On va se le donner. Normalement, s'il y a des signes fonctionnels pulmonaires, c'est qu'il y a quelque chose au poumon. Donc, soit des crépitants, des ronflants, bref, il y a quelque chose. Mais quand le patient est alors que l'auscultation, elle est clé. Il y a une l'auscultation, il y a des bruits respiratoires sont normalement perçus. On parle de et la dyspnée matérielle, ce sont des dyspnées d'origine métabolique. Hein. Pourquoi matérielle? Très simple. Hein. Lors de la tamponnade, vous savez, le remplissage, il est gêné. Donc, la quantité de sang éjectée vers les poumons, elle est basse. Donc, les échanges gazeux se font sur une petite quantité de sang. Les échanges gazeux, ils sont normaux et pour une quantité de sang réduite. Parce qu'il y a peu de sang des poumons. C'est ça en fait, où une plaie, mais sans anomalie, parce que le problème n'est pas les échanges gazeux, ils sont normaux, c'est la quantité de sang qui arrive au niveau des poumons qui est amoindrie. Donc, ce qui va être échangé ne suffit pas. Il y a augmentation du CO2, baisse de l'oxygène, d'où la dyspnée. Le corps ne comprend pas, il essaye de compenser par une polypnée, mais ça ne change rien. Donc, il y a toujours cette difficulté respiratoire. Il y a une polypnée, le corps essaie de compenser cette hypoxie par l'augmentation du cycle respiratoire, tout simplement. Est-ce que c'est clair pour collapsus ou choc, plus le pouls paradoxal et la dyspnée matérielle? Ça, c'est pathognomonique. Madame, Oui? vous avez dit que la quantité de retour veineux pour le ventricule gauche va augmenter. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit pour le ventricule droit. Voilà, mon trompe. Le ventricule droit va augmenter, donc il va envoyer beaucoup de sang vers les poumons, Oui. mais à cause de Beaucoup. l'épanchement. Écoutez, pas beaucoup. De 10% de plus. Oui, j'ai compris. Et à cause de l'épanchement et le bombement envers le ventricule gauche, Oui. la quantité de sang va diminuer. Ben oui, j'ai dit que le VG, c'est pas qu'elle ne va diminuer. Le VG, il est coincé, il peut pas accepter. Il est coincé par d'une part l'épanchement et d'une part par le bombement. C'est pas qu'elle va diminuer. Le VG n'arrive pas à recevoir la quantité nécessaire. Il n'y a pas de place. Oui, donc le reste de sang qui fait, Dans les poumons, il va rester dans les poumons. bien sûr. Oui, où est-ce que vous voulez qu'il aille? Voilà, c'est ma question. Toi, vous imaginez que c'est un cercle, c'est quelque chose de. Vous imaginez la circulation, vous laissez des pompes là. Écoutez, tout le circuit, le réseau artério-veineux cardiaque n'est jamais vide. On ne peut pas avoir une artère ou une veine vide, ça n'existe pas. Il y a toujours une quantité de sang qui est là, qui va empêcher ce qu'on appelle le collapsus. Ça ne se vide jamais, c'est toujours plein. Il y a toujours une certaine quantité de sang qui est à l'intérieur, y compris à la fin de l'éjection ventriculaire gauche. Il n'y a que 70% du volume VG qui soit éjecté. Il y a 30% qui vont rester à la fin de la systole. C'est jamais vide, vous savez. Et donc, quand il y a, par exemple, une diminution de la fraction d'éjection qui passe de 70% à 30%, eh bien, le reste, où est-ce qu'il va s'en aller, par exemple, en cas d'assurance cardiaque où la fraction d'éjection est à 30%?
Les 70%, ils sont où d'après vous? Eh ben, ils sont dans le VG, d'accord? D'accord, compris. Merci. Maintenant, on passe à la péricardite constrictive. Alors, ici, au niveau du B, vous avez myocarde, une coupe transversale des deux ventricules, le ventricule gauche, le ventricule droit, le septum. Et puis, de la ligne blanche, ça, c'est les deux feuillets péricardiques, feuilles viscérales et pariétales. Ils sont fins. Et parfois, après un épisode, pas parfois, c'est généralement des péricardites aigus qui évoluent qui ne régressent pas ou là qui ne guérissent pas. Eh bien, les deux feuillets vont s'épaissir. Voilà, ça c'est le cas ici. On a deux feuillets épaissis. C'est pas grave en fait qu'ils soient épaissis, mais c'est grave quand ils fusionnent. Quand le péricarde viscéral et pétal fusionnent, eh bien là, c'est ce qu'on appelle la constriction péricardique. Et avec le temps, bien sûr, on peut avoir des calcifications qui se surajoutent. Mais le vrai problème dans la péricardite constrictive, c'est le fait que les deux feuillets fusionnent. Peu importe s'ils sont épaissis ou pas, calcifiés ou pas. Le plus important, c'est qu'ils vont fusionner. Et souvent, ils sont très épaissis et calcifiés. C'est pour ça que dans le jargon médical, vous voyez PCC, péricardite chronique constrictive. Généralement, c'est calcifié quand vous faites un téthorax, il y a une coque calcaire. Mais le plus important, le problème, c'est la fusion des deux feuillets. Alors, ça, c'est bien sûr, c'est une pathologie chronique. Ça prend des années pour s'installer, des mois, des années, ça dépend de l'étiologie, pour se mettre en place. Alors, d'un point de vue pathologique, voici ce qui se passe. C'est un petit peu comme la tamponnade, sauf que c'est chronique. Voilà. Ça prend beaucoup de temps pour se mettre en place. Euh, euh, ça ne comprime pas, en fait, les deux ventricules. Ça les empêche de se distendre. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas très urgent. La tamponnade, elle vient, elle les comprime, elle les empêche de travailler de manière naturelle. Alors, la péricardite constrictive, c'est un étau, c'est quelque chose qui se serre, qui va serrer progressivement le cœur. Un petit peu comme une tamponnade. Je ne sais pas si je peux vous donner un exemple, mais c'est comme si vous allez serrer quelque chose tout doucement, micromètre par micromètre. C'est un étau, c'est quelque chose qui englobe le cœur et qui va le serrer, et d'une manière très, 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 très progressive. La tamponnade, c'est une compression, je ne sais pas, de 2-3 cm brutale. Alors que la constriction péricardique, c'est quelque chose qui va serrer le cœur progressivement, micromètre par micromètre, millimètre par millimètre, sur plusieurs années. C'est pour ça que le tableau clinique, très souvent, pendant de nombreuses années, le patient est complètement asymptomatique. Ce n'est que vraiment quand la constriction est sévère que le patient va commencer par présenter des symptômes. Alors, c'est toujours le VD qui se plaint en premier. Alors, à un certain moment, le remplissage du ventricule droit, il est gêné par le péricarde qui devient très rigide. Le péricarde qui est normalement extensible, comme un élastique, il se distend, il se rétrécit, distend, se rétrécit, eh bien, il n'arrive pas à faire tout ça. C'est comme une coque. C'est comme si le cœur est entouré par une coque de fer, ni plus ni moins. Donc, le remplissage est gêné, eh bien, puisque le sang n'arrive pas à passer dans le VD, eh bien, il va faire marche arrière. Vous aurez bien entendu au départ une turgescence des jugulaires, puis une hépatomégalie, puis des œdèmes inférieurs. Bref, vous allez avoir les signes droite. Et puisque la quantité de sang qui va passer dans le poumon, donc dans le VG, sera réduite, vous allez avoir une diaque, donc ce qu'on appelle pas obligatoire. Ça, c'est à la fin, attention, mais au départ, c'est juste une asthénie.
Très bien. Et d'autre part, le VG aussi, il est gêné, hein, lui, le VG aussi, il est gêné dans son remplissage. Il n'y a pas que le VD. Et du coup, le sang qui n'arrive pas à passer des oreillettes vers le ventricule gauche, eh bien, il va faire un marche arrière, il va avoir un reflux dans les poumons. Et dans ce cas, s'il y a un reflux du sang du VG vers les oreillettes et des oreillettes vers les poumons, une hypertension pulmonaire. Et l'hypertension pulmonaire, c'est la gêne, c'est le passage du sang vers un petit peu les alvéoles et la gêne des échanges gazeux. Vous n'allez pas avoir un tableau d'OAP parce qu'en fait, tout ça, encore une fois, se fait très très progressif, d'une part. Et d'autre part, le débit cardiaque est globalement abaissé parce qu'il y a peu de sang qui arrive du VD. C'est pour ça que vous allez avoir, comme la chronique, dans l'insuffisance cardiaque chronique stable, le patient d'insuffisance cardiaque chronique, contrairement au patient en OAP, il ne va pas crépiter. Il n'y aura pas de crépitant, mais à l'effort, il va se plaindre d'une dyspnée. C'est exactement la même chose. Vous allez avoir une dyspnée, mais sans crépitant. Du coup, d'un point de vue fonctionnel, la péricardite constrictive, il y aura d'abord des signes d'insuffisance cardiaque droite et secondairement des signes d'insuffisance cardiaque gauche, secondairement. Au premier plan, ce qui va ramener le patient à votre consultation, c'est bien les signes droits. Les signes gauches seront discrets, sincèrement, ils seront discrets. Donc, du coup, le patient, eh ben, bizarrement, il va pas venir pour des œdèmes, hein. Il va venir pour une douleur de l'hypochondre droit et il vous dit, docteur, cette douleur, elle n'apparaît qu'à l'effort. Ce n'est pas une douleur, c'est une lourdeur au niveau du foie, mais juste à l'effort. Et dès que je me repose, elle disparaît. Ce qu'on appelle les hépatalgies d'origine cardiaque. Et à l'effort, il va se plaindre d'une dyspnée, tout simplement. C'est cette lourdeur de l'hypochondre droit, d'une part, et cette dyspnée d'effort. Mais pas de sub-OAP ou d'OAP, rien de tout ça. Une dyspnée, une asthénie et hépatalgie. Eh bien, quand vous examinez votre patient, eh bien, vous aurez une turgescence des jugulaires qui est présente dans 100% des cas. À la voilà. Voilà. Vous allez avoir une turgescence des jugulaires. Très souvent, vous allez avoir aussi les œdèmes-là, c'est des œdèmes cardiaques, classiques, hein, les œdèmes blancs, mous, qui gardent le godet et qui prédominent bien sûr dans les régions déclives, là où il y a les régions les plus basses du corps. Pardon, j'ai perdu juste une plaque, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est bizarre, il me manque une plaque. Et puis, à part le reflux, le reflux hépatogégulaire, à part les œdèmes des branches inférieures, vous allez avoir une hépatomégalie, et c'est une hépatomégalie cardiaque. Typiquement, c'est une hépatomégalie avec un bord qui est régulier, qui est ferme et qui est douloureuse. Ça, c'est très important. Donc, hépatomégalie, donc il y a un débord hépatique. Et quand vous allez accrocher le bord libre du foie, eh bien, c'est un bord qui est ferme et qui est régulier. Il est lissat, contrairement aux hépatomégalies néoplasiques, elles sont irrégulières. Et deuxièmement, il est très douloureux. Posez-moi des questions. Vous anticipez les choses. Et puis, c'est très douloureux, hein. C'est très douloureux, contrairement à l'hépatomégalie, par exemple, d'origine cirrhotique. Très bien. Maintenant, c'est à vous de me répondre, Samsung. Pourquoi il n'y a pas de Harzer?
pourquoi on n'a pas de Harzer en cas de péricardite constrictive? Et c'est quoi le Harzer? C'est quoi les signes de Harzer? Vous le savez parce que vous avez fait les signes physiques. C'est quoi un signe de Harzer? Allô? Il n'y a personne pour répondre. Qui fait aucune idée. Les signes physiques ont été faits ou pas? Les signes physiques. Madame, on n'a pas fait le cours des signes physiques. C'est gravissime. On ne peut pas faire l'étude synthétique en sémiologie si vous n'avez pas fait l'étude analytique. C'est tout simplement pas possible. Pas possible, pas possible. Les signes physiques, c'est 80%, de la sémiologie cardiaque. Si vous n'avez pas fait de signes physiques, normalement, on n'est pas censé faire ce cours-là. Docteur, c'était prévu en avant, après sera un décalage des cours, donc on a entamé les autres cours malgré que ما درناش avec le cours. Et je le sais, mais ça, il fallait contacter les enseignants pour qu'ils vous rattrapent le cours. Vous les avez contactés, vos enseignants? Il faut le dire au docteur, professeur Sharif hier. Il faut le dire au professeur Sharif parce qu'il faudrait que le cours soit rattrapé. Écoutez, c'est du gros n'importe quoi si vous faites l'étude analytique sans l'étude synthétique. Bref, le cœur droit, normalement, là, quand vous mettez votre pouce au niveau de cet angle xyphoprénique, normalement, vous ne percevez rien du tout. Alors, mais quand le ventricule droit il est dilaté, vous savez, le ventricule gauche, là, c'est la cage thoracique. Et en théorie, le VG, il est là, comme ça, et le VD, il est là. Voilà. Mais normalement, quand vous mettez votre doigt, le VD est trop loin dans un cas normal. Mais s'il se dilate, quand vous mettez votre doigt, vous arrivez à le percevoir. Donc, si vous mettez votre pouce au niveau de cet angle xyphophrenique, et normalement, vous ne percevez aucune pulsation. Et si vous avez un battement, vous allez percuter un battement, ça c'est le VD. Et si vous arrivez à le percevoir, c'est qu'il est dilaté. Voilà. C'est un signe de dilatation du ventricule droit. Alors, les signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est normalement, si vous prenez tout le tableau complet de l'insuffisance cardiaque droite, ça va du Harzer, c'est-à-dire dilatation du ventricule droit, turgescence des jugulaires, reflux hépatogégulaire, hépatomégalie et œdème des membres inférieurs. Ça, c'est le tableau complet de l'insuffisance cardiaque chronique. Mais dans le cas de la péricardite chronique constrictive, vous aurez tout le tableau clinique, sauf le Harzer, bien sûr, parce qu'il y a la constriction. Au contraire, le ventricule droit, il est très petit, il est limité, il est protégé par une coque qui s'appelle le péricarde épaissi. Vous vous rappelez? Donc, cette coque qui englobe le cœur, elle vous empêche de percevoir le VD, d'ailleurs qui n'est pas du tout dilaté, primo, et qui ne peut pas se dilater. Même s'il y a un problème, il ne peut pas se dilater. Il est limité par cette coque fibreuse. Même la pointe, le choc de pointe, il est très peu perçu. Le choc de pointe, il est diminué. Parce que tout simplement, tout le cœur est dans une coque qui empêche la transmission des battements normal et anormal, choc de pointe, autre chose. C'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair ou pas? Très bien. Donc, péricardite constrictive, c'est insuffisance cardiaque droite, tous les signes, sauf le signe de Harzer, plus 2 signes cliniques qui s'appellent pouls paradoxal, signe de Kussmaul
et vibrance péricardique. Écoutez, je ne vais pas vous expliquer les signes physiques. Je ne peux pas faire les signes physiques, j'ai déjà assuré, c'est un cours de 4 heures. C'est un cours de 4 heures, sans exagération. On a besoin de faire 2 séances de cours pour faire les signes physiques. Je n'exagère pas. On a besoin d'1 heure pour faire les signes physiques normaux et d'une autre séance de 2 heures pour faire les signes physiques anormaux. Donc, pour vous expliquer, pour vous faire le rappel d'un cours de 4 heures en 1 heure, c'est pas possible. C'est impossible. Alors, là, je fais un effort parce que normalement, quand je dis vibrance, QSMOL, frottement péricardique, vous le savez déjà. Normalement, ça, c'est un cours de synthèse. Je vous dis voilà, 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 plus, plus, plus. Mais je ne reviens pas sur les signes en vous expliquant ce que c'est. Dans mon QSMOL, pouls paradoxal, vibrance péricardique, vous savez déjà. Alors, il y a le pouls paradoxal, c'est normal, c'est comme la tamponnade. C'est la même explication que la tamponnade. C'est pour ça que vous avez aussi un pouls paradoxal dans le cas de la constriction péricardique. Donc, constriction et épanchement, il y a le pouls paradoxal parce qu'il y a une gêne au retour veineux. Alors, c'est quoi le signe de Kussmaul? C'est une polypnie. Non, 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 du tout. Normalement, à l'inspiration profonde, je vous ai dit, il y a augmentation du retour veineux et du coup, normalement, les jugulaires, elles disparaissent. La pression, parce qu'il y a un moyen en fait, quand il y a un moyen de mesurer la pression dans les jugulaires, enfin, indirectement, la distension des jugulaires, indirectement. Bon, c'est un peu fou. Bon. En réalité, on peut mesurer la pression dans les jugulaires. Ça, c'est un truc d'examen physique. On vous expliquera ça dans l'examen physique. Je peux vous envoyer un cours, on vous explique comment faire pour mesurer la pression veineuse. Bref, normalement, la pression veineuse va baisser parce que le sang va confluer vers le ventricule gauche, vers le VD. Et puisqu'il y a puisqu'il y a cette coque qui empêche le VDC de distendre, donc il y a un reflux du sang vers en arrière, donc il y a absence de baisse de la pression veineuse lors de l'inspiration. Normalement, je répète, on peut mesurer la pression dans les jugulaires. Ça, c'est possible. C'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas invasif, hein, c'est à l'examen physique. Avec une réglette, on peut mesurer la pression veineuse. Avec le niveau de, le niveau de visibilité de la jugulaire. Bref, c'est un truc d'examen physique. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la pression dans les veines jugulaires, normalement à l'inspiration profonde, elle baisse parce que le retour veineux augmente. Ça, c'est dans le cas normal. Mais dans le cas anormal qui est, par exemple, la tamponnade ou la constriction péricardique, le retour veineux, il est gêné, vous savez pourquoi. Donc, il y a absence de baisse de la pression veineuse dans les jugulaires à l'inspiration profonde. C'est ça le signe de Kussmaul. De toute façon, je vous ai mis tout ça dans les notes, hein, je vais vous expliquer. Maintenant, la vibrance péricardique. C'est quoi cette vibrance péricardique? On l'appelle vibrance, on l'appelle aussi un knock péricardique. C'est quoi cette histoire de vibrance? Eh bien, le sang, quand il arrive en diastole vers le VD ou vers le VG, eh bien, normalement, les deux ventricules vont se relâcher, vont décontracter, vont se distendre pour pouvoir accueillir le sang. C'est normal. En diastole, il y a une relaxation des deux ventricules pour pouvoir assurer le remplissage. Eh bien, les deux ventricules ne peuvent pas se distendre parce que derrière les deux ventricules, il y a une coque, quelque chose de très dur. Et du coup, quand le sang arrive à toute vitesse dans les ventricules, il percute indirectement cette coque. Il percute indirectement cette coque, qui est derrière le myocarde, et ça fait un bruit. C'est comme si vous versez le sang par terre. Si vous prenez un seau et que vous versez le sang par terre, vous allez entendre un bruit, plaque. C'est exactement le même bruit. C'est le bruit de l'arrivée du sang en toute vitesse lors du remplissage cardiaque, lors ce qu'on appelle le remplissage rapide, la première phase de la diastole, qui va percuter un myocarde qui n'est pas relâché.
Et c'est ça, ce bruit-là, c'est un bruit, bien entendu, qui est diastolique, qu'on entend comme le frottement péricardique au niveau de la région précordiale, de manière beaucoup plus importante au niveau de la région mésocardiaque. Bien sûr, il est protodiastolique parce que tout simplement, il correspond au premier temps, au remplissage rapide. Et ce son qui percute le péricarde pariétal, pardon, la paroi myocardique qui n'est pas relâchée, c'est ce bruit-là que vous allez entendre. Donc, c'est un bruit de claquement, un claque qui est protodiastolique et qui est en fait mésocardiaque. C'est clair ou pas? Donc, du coup, écoutez, la constriction péricardique, c'est l'insuffisance cardiaque droite moins le signe de Harzer, avec le pouls paradoxal, les signes de Kussmaul et la vibrance péricardique. Est-ce que vous avez des questions? On enchaîne rapidement avec l'insuffisance cardiaque. Très bien. L'insuffisance cardiaque, on verra la droite, la gauche et la globale. Et à chaque fois, on parlera de signes fonctionnels et de signes physiques. Toujours signes fonctionnels, signes physiques. Alors, un bref rappel de l'insuffisance cardiaque. Alors, dans l'insuffisance cardiaque, souvent, c'est le ventricule gauche, bien entendu, qui n'arrive pas à éjecter tout le sang qu'il reçoit vers l'aorte. Du coup, ce qui reste à la fin de chaque systole, il y a du sang qui va stagner, qui va rester à l'intérieur du ventricule gauche. C'est pour ça que vous allez avoir progressivement une dilatation du ventricule gauche. À un certain moment, ce sang-là qui stagne au niveau du VG, il va retourner en arrière. Il y aura un reflux. Et avec le temps, progressivement, vous allez avoir une dilatation de l'oreillette gauche. Puis ça ne va pas suffire pour retenir tout ce sang-là. Ça va passer, il y aura un reflux vers les poumons. Et quand le poumon est inondé par du sang, eh bien, vous allez avoir une perturbation des échanges gazeux, donc de la dyspnée. Vous allez avoir aussi un passage du liquide vers les alvéoles. Vous allez avoir les crépitants en fait. Et puis, quand les pressions seront très importantes au niveau du poumon, ça va gêner l'éjection du ventricule droit. Quand le ventricule droit, son éjection va être gênée par cette pression qui va régner au niveau du poumon, eh bien, il y aura de plus en plus de sang qui va rester à la fin de chaque systole, la même chose. Il y aura un retour vers l'oreillette droite, elle va se dilater à son tour, puis un retour vers la veine cave supérieure et inférieure, d'où la turgescence des jugulaires, l'hépatomégalie et enfin les œdèmes. Bien sûr, ce que je viens d'expliquer va se passer sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, du coup, vous allez avoir d'abord la dilatation du VG, la dilatation de l'OG, les signes d'insuffisance cardiaque, la dyspnée, puis l'insuffisance cardiaque droite, donc dans cet ordre-là. Dilatation, donc dilatation des cavités gauche, puis la dyspnée, puis les signes d'insuffisance cardiaque droite. La dyspnée, c'est le maître symptôme de l'insuffisance cardiaque gauche. Hein. C'est le symptôme. Bien sûr, il y a d'autres symptômes, tels que la toux, l'hémoptysie, l'asthénie, les troubles cognitifs, en rapport avec la baisse du débit. Mais le maître symptôme, le symptôme de l'insuffisance cardiaque, c'est la dyspnée. Alors, très souvent, c'est toujours une dyspnée d'effort au départ. C'est une dyspnée d'effort, c'est une dyspnée qui s'aggrave par la position allongée, et dans ce cas, on parle d'orthopnée. C'est une dyspnée qui apparaît en position allongée. C'est aussi une dyspnée paroxyste nocturne, c'est-à-dire que la dyspnée de l'insuffisance cardiaque peut prendre plusieurs formes. Au départ, au tout départ, c'est une dyspnée d'effort. Puis progressivement, ce qui va apparaître si le patient n'est pas diagnostiqué et traité, c'est la dyspnée paroxystique nocturne. C'est une dyspnée de repos nocturne, d'abord. C'est une dyspnée de repos, c'est pas une dyspnée d'effort, mais qui est toujours nocturne au départ.
Si elle n'est pas traitée et reconnue à ce stade-là, le patient va faire de l'orthopnée, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas du tout s'allonger. C'est une dyspnée, une difficulté respiratoire qui apparaît en position couchée. Parfois, euh, c'est pas une, la dyspnée de l'insuffisance cardiaque prend une forme particulière qu'on appelle l'asthme cardiaque. C'est tout simplement une crise qui va ressembler à la crise asthmatique. C'est une crise d'asthme. D'un point de vue physique et fonctionnel, c'est une crise d'asthme, sauf qu'elle est d'origine cardiaque. Quand vous allez faire des explorations, eh ben, vous n'allez pas retrouver de problème respiratoire, mais un problème cardiaque. Si je reviens à cette dyspnée d'effort, classiquement, normalement, tout ça a été fait dans les signes fonctionnels. Non. La dyspnée a été faite, non, dans les signes fonctionnels. Est-ce que les signes fonctionnels ont été faits ou pas? Normalement, avec professeur Nejjar. Non, on n'a pas encore fait ce cours aussi. Ça, pourquoi mais il faut mais vous pouvez pas faire la synthèse sans les signes physiques, c'est pas possible. Et pourquoi vous réclamez rien du tout? Ah, je comprends pas. Bah, il faut aller voir d'autres professeurs Charifié et dire: «Bli, on peut pas avancer dans les cours sans les signes physiques et fonctionnels». Et vous faites quoi? Mais je peux pas, la règle, je peux pas. Vous voyez un petit peu, chaque mot, il lui faut une définition. Et la déléguée, il faudrait qu'elle réclame les 2 cours rapidement. Écoutez, je vais vous expliquer de manière très superficielle. Cette dyspnée, c'est quoi la dyspnée? La dyspnée, c'est une difficulté respiratoire, tout simplement. Le patient a du mal à remplir ses poumons. C'est tout simplement ça. Le patient n'arrive pas à remplir ses poumons d'air. C'est une difficulté à faire remplir ses poumons d'air. Une dyspnée d'effort, c'est une difficulté de la respiration, une gêne respiratoire qui apparaît seulement à l'effort. Il y a plusieurs classes ou grades ou la niveau de gravité de la dyspnée. Il y a des patients qui peuvent faire du sport intense pour être dyspnéique. Ça, c'est normal. Une personne normale, si elle fait, je sais pas moi, 5 kilomètres de footing, à la fin, c'est normal d'être dyspnée normale. C'est une dyspnée stade 1 et c'est quelque chose de tout à fait physiologique. Mais il y a des patients qui sont dyspnéiques et ce stade-là s'appelle un stade 2. Il y a des patients qui sont dyspnéiques, c'est-à-dire ils ont de la gêne respiratoire juste en s'habillant ou là, en se peignant les cheveux. Ça, c'est un stade 3. Et d'autres sont dyspnéiques ou repos, sans faire d'efforts. Ça, c'est un stade 4. La classification en stade, elle s'appelle la classification de la NYHA. C'est le diminutif de la New York Heart Association. Ça veut dire quoi? Eh ben, tout simplement, je pense dans les années 80, voilà, tous les cardiologues du monde, ils se sont réunis à New York, la ville de New York. Ils se sont tous réunis, ils se sont mis d'accord pour classer l'intensité de la dyspnée en stades. De cette manière, quand le cardiologue algérien parle au cardiologue japonais d'une dyspnée stade 2, eh ben, les deux vont se comprendre. Ils n'ont pas besoin de se dire c'est une dyspnée qui apparaît pour un étage ou là pour un palier de maison ou là à un effort peu important. C'est une manière de, de, de- d'avoir un langage médical commun, précis, entre les médecins du monde entier. Voilà. L'insuffisance cardiaque gauche, c'est d'abord de la dyspnée. Cette dyspnée, au départ, elle va apparaître à l'effort pour des efforts de moins en moins importants si le patient n'est pas traité. Progressivement, elle va être associée à une dyspnée de repos nocturne, ça s'appelle la dyspnée paroxystique nocturne. Et à la fin, l'orthopnée, c'est l'OAP. Dans certains cas, je pense dans 10% des cas, elle va prendre la forme d'une crise d'asthme. Quelle est la différence entre l'OAP et la crise d'asthme? Les deux, c'est une gêne respiratoire de repos. Mais vous, en tant que médecin, comment vous faites la différence entre les deux d'un point de vue physique? À l'examen.
examen physique. Oui, ou avec crépitant. Et l'asthme? Non, jamais. Je te la douleur thoracique. L'auscultation de l'asthme, normalement, les signes fonctionnels respiratoires ont été faits. Sifflement. On n'appelle pas les sibilants. Fonctionnels n'ont pas été faits. Les signes fonctionnels d'appareil respiratoire. Et c'est après la cardiologie. Là, c'est après la cardio. Oui, on fait d'abord la cardio, Et après ça, on j'ai fait, oublié. on fait le pas. Excusez-moi. Alors, l'auscultation de la crise d'asthme, c'est des sibilants. C'est effectivement un sifflement. C'est un bruit de sifflement. Et l'auscultation de l'OAP, c'est des crépitants. C'est très bien. Pourquoi j'ai une crise d'asthme au lieu d'un OAP? Eh bien, chez certaines personnes, on ne sait pas pourquoi. Parce que la dyspnée, en fait, qu'il y a du liquide qui passe dans les alvéoles. Donc, ça oui là avec du liquide à l'intérieur des alvéoles qui va donner les crépitants. C'est un, vous voyez le bruit du feu, du crépitant du feu. C'est ça le crépitant. Et parfois, quand le liquide fait éruption dans les alvéoles, par hyperpression hydrostatique, eh bien, les bronches vont réagir en bronchoconstriction. Il y aura une bronchoconstriction réactionnelle. Comme si, parce que les bronches, quand ils sont irrités, ils se mettent en bronchoconstriction, il y a une constriction, et donc ça va simuler une crise d'asthme. Mais dans 90% des cas, il n'y a pas de personnel. Voilà. Et puis, il n'y a pas que la dyspnée, il y a aussi la toux. La même chose, hein, le fait qu'il existe du liquide dans les alvéoles, eh bien, il y a le réflexe de toux qui est déclenché pour essayer de se débarrasser de ce liquide-là. La toux, c'est un mécanisme réflexe pour empêcher les corps étrangers d'être à l'intérieur de l'arbre respiratoire. Ça, c'est... Mais souvent, cette toux est très particulière parce que ce sera une toux nocturne. Une toux nocturne égale insuffisance cardiaque. Toux nocturne égale insuffisance cardiaque. Et puis, parfois, quand le liquide, quand il y a une hyperpression veineuse, il y a du liquide plasmatique qui passe dans les alvéoles, et parfois, il y a quelques hématies qui passent aussi à travers la paroi sanguine dans les alvéoles, et c'est pour ça que vous avez parfois de l'hémoptysie. Parce que associé au, 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 au liquide plasmatique qui passe, qui traverse la barrière hématique, vers l'espace alvéolaire, parfois il y a quelques hématies qui l'accompagnent. C'est pour ça que vous pouvez avoir des hémoptysies, mais elles sont de très petite abondance. Et bien entendu, l'insuffisance cardiaque, c'est d'abord la baisse du débit cardiaque. C'est pour ça que vous allez avoir une asthénie. Quand vous allez ausculter examiner votre patient, alors je reviens à mon schéma. Vous allez avoir le VG, il est dilaté, donc le choc de pointe, il n'est pas à sa place, il descend vers le bas et en fait, puisque le VG il est grand, eh bien, c'est pas du tout. Écoutez, je pourrais pas faire les deux. Hein, je sais pas comment je vais faire. Ça va prendre une éternité pour vous expliquer le cours. Hein. Écoutez, je vais faire de manière sommaire. On va je ne pourrais pas vous expliquer que l'insuffisance cardiaque. Ça va me prendre au moins 2-3 heures. Bon, bref, vous allez avoir, puisque le VG il est dilaté, donc la pointe du VG, elle n'est pas à sa place, hein, elle est là. Pardon, je n'ai pas de schéma parce que le cours n'est pas censé vous expliquer le signe physique. C'est un cours de synthèse. Je ne sais pas comment faire.
J'ai pas le schéma pour vous l'expliquer. Alors, le choc de pointe, au lieu d'être au niveau du cinquième espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire, eh bien, il est dévié vers le bas, puisque le cœur est beaucoup plus gros. Donc, le choc de pointe qui est un punctiforme, il touche à peine la paroi thoracique, eh ben, il sera grand, parce que le cœur est grand. Le cœur, quand il n'arrive pas à éjecter la quantité nécessaire de sang, eh ben, pour pallier à cette insuffisance de volume éjecté, il va essayer de battre beaucoup plus rapidement pour éjecter beaucoup plus de sang. C'est pour ça qu'il y a toujours une petite tachycardie. Vous allez entendre aussi ce qu'on appelle un bruit de galop. C'est quoi un bruit de galop? Normalement, euh, le remplissage rapide, euh, c'est la première phase de la diastole. C'est un petit peu comme le, 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 le CONOC ou la vibrance péricardique. Normalement, quand le sang, la première phase de remplissage rapide au cours de la diastole arrive au niveau des ventricules, et ben, les ventricules sont complètement relâchés pour pouvoir accueillir le sang. Mais dans l'insuffisance cardiaque, je vous ai dit, il y a du sang qui reste à la fin de chaque systole. Donc, le cœur est déjà très rempli. Quand la colonne de sang arrive rapidement sur un cœur ou un ventricule qui est déjà rempli, eh ben, ça va faire du bruit. Quand c'est vide et quand c'est relâché, il n'y a pas du tout de bruit. Hein. Le B3 n'est pas du tout perçu par l'oreille humaine. Il est perçu par des appareils spécifiques, ce qu'on appelle les phonographes. Mais quand cette quantité de sang, le remplissage se fait sur un ventricule qui est déjà rempli, eh bien, ce bruit-là qui était normalement inaudible, il devient audible. Ça s'appelle le B3, le bruit de galop. Et puis, euh, je vous ai dit que euh, en cas d'insuffisance cardiaque, il y a reflux du sang et inondation du poumon par le sang ou par du liquide. Il y a hyperpression pulmonaire. Eh bien, euh, la valve pulmonaire, la valve de l'artère pulmonaire, quand elle se ferme sur du sang à haute pression. Et quand cette fermeture se fait à haute pression, il y a un bruit que j'arrive pas à vous expliquer. Là, j'arrive pas. Dites-moi comment je vais faire ce cours. Là, je ne sais pas. L'essentiel, la fermeture de la valve pulmonaire qui s'appelle le B2, elle est modifiée parce qu'il y a une hyperpression dans ce vaisseau. Donc, on a un éclat du B2. Le B2, il n'est pas normalement perçu, il y a un éclat. Et puis, euh, quand vous auscultez le poumon, vous allez avoir des crépitants. Pas obligatoirement. Plus le tableau clinique est grave, plus les crépitants sont là. Euh, Généralement, la présence, l'absence ou l'importance des crépitants, c'est la classification KILIP. Quand les crépitants sont absents, on parle de KILIP 1. Quand ils sont présents, mais qui intéressent moins de 50% des champs pulmonaires, on parle d'un KILIP 2. Plus de 50%, c'est le KILIP 3. Et quand il y a des signes de choc qui s'associent aux crépitants, on parle de KILIP 4. Ce que j'essaye de vous dire, que dans le cas d'une insuffisance cardiaque chronique, sans OAP, il n'y a pas de crépitant. Le patient qui se plaint de dyspnée d'effort, quand vous l'auscultez, il n'y a pas de crépitant. Mais le patient qui vient aux urgences pour des sub-OAP, là, des OAP, là, vous allez avoir des crépitants. Un KILIP 2 ou un KILIP 3. Dans le cas de choc cardiogénique, vous allez avoir un KILIP 4. C'est-à-dire un choc plus des crépitants jusqu'au sol. Et généralement, quand vous complétez l'examen cardiaque et pulmonaire par un examen vasculaire, souvent le pouls est rapide. Ça n'existe pas une insuffisance cardiaque gauche avec un pouls normal. Ça n'existe pas. Il y a toujours une petite tachycardie. Donc, si je me résume, les signes d'insuffisance cardiaque gauche,
c'est d'abord la dyspnée. C'est une dyspnée typiquement d'effort. Avec, quand vous allez examiner votre patient, le patient est légèrement rapide. Le choc de pointe, il n'est pas punctiforme, il est étalé. Il, il est étalé sur quelques centimètres, peut-être sur une petite, sur un peu de point. Il est dévié vers les selles et vers le bas, pas à sa place. Normalement, médioclaviculaire, 5e, 6e espace intercostal. Là, il est vers les selles, 7e espace intercostal. Vous allez entendre un bruit de galop avec un éclat du deuxième bruit au foyer pulmonaire. Quand vous l'auscultez, vous ne rien avoir une auscultation normale, hein, mais parfois, il y a des crépitants. Dans le cas d'un OAP, vous allez avoir des crépitants. Mais dans le cas d'une insuffisance cardiaque gauche seule, il y a les classiques chroniques, vous n'aurez pas toujours des crépitants. Et enfin, la part des fous aura l'examen cardiovasculaire d'une insuffisance cardiaque, il est différent selon le stade de l'insuffisance cardiaque. Et le fait qu'elle soit compensée ou non compensée. Il y a une insuffisance cardiaque chronique où le patient se plaint de dyspnée d'effort qui viendra en consultation la journée sans urgence. Et là, généralement, il n'y a que l'auscultation cardiaque qui sera positive. Il n'y aura rien à l'auscultation. La sera bonne, le pouls sera bon. Il y a d'autres façons à faire un tableau clinique, une insuffisance cardiaque un peu plus grave, qui s'appelle le sub-OAP ou la LOAP. Et celui-là, il ne va pas se plaindre de dyspnée d'effort, mais une dyspnée de repos, d'une orthopnée. Non seulement à côté des signes cardiaques de cité, vous aurez des signes pulmonaires, à savoir des crépitants. Et vous aurez des signes artériels tels que l'accélération du pouls et l'hypotension artérielle. Donc, le tableau clinique de l'insuffisance cardiaque dépend, est-ce que c'est un tableau de consultation ou un tableau des urgences? C'est très différent. Maintenant, on part à l'insuffisance cardiaque droite. Le seul symptôme, c'est-à-dire si fonctionnel, qui va ramener le patient à votre consultation, c'est des douleurs hépatiques, ce qu'on appelle hépatalgie. Et typiquement, je vous ai dit, les hépatalgies de l'insuffisance cardiaque, c'est des douleurs de l'hypocondre droit qui apparaissent. En fait, ce n'est pas des douleurs, c'est des pesanteurs. C'est une lourdeur de l'hypocondre. Il vous dit, docteur, j'ai une lourdeur au niveau de l'hypocondre. Cette région-là, il va en fait faire ce geste-là. C'est quelque chose, c'est une lourdeur qui n'apparaît qu'à l'effort. En fait, ce n'est pas une douleur, ce n'est jamais une douleur, c'est une pesanteur. Je sens qu'il y a une lourdeur ici. Cette lourdeur, elle est typiquement haut à l'effort et elle disparaît au repos. Et bien sûr, si le patient n'est pas traité et n'est pas diagnostiqué à ce stade-là, si vous dites que c'est rien du tout, rentrez chez vous, eh bien, après quelques jours, voire quelques mois, l'hépatalgie sera une hépatalgie permanente. Ça, c'est clair. Hein. Tous les symptômes ou ce que je viens de citer, s'ils ne sont pas diagnostiqués au départ ni au cours de l'aggravation, eh bien, certainement, elles deviendront permanentes et intenses. Ça, c'est clair. Hein. Et puis, quand vous allez l'examiner, vous aurez le signe de Harzer. Alors là, le signe de Harzer, quand vous allez mettre votre costaud diaphragmatique ou costaud phrénique, et bien, ou sixdyphoïdien, et bien, direction le cœur, direction la gauche, et bien, vous allez percevoir une pulsation, un battement qui va correspondre au battement du VD. Et normalement, le VD, il est loin. Il est loin de cet angle-là. Et s'il arrive à cet angle-là, c'est qu'il est dilaté. Donc, le signe de Harzer, c'est la perception des battements du cœur droit ou du ventricule droit. C'est pas normal. Normalement, lors de la palpation de l'angle costodiaphragmatique ou l'angle sous-xiphoïdien, il n'y a aucune pulsation qui est perçue. Le fait de percevoir une pulsation, ça s'appelle le signe de Harzer et ça veut dire que le VD est dilaté. Et si vous regardez les jugulaires, eh bien,
elles seront dilatées. Quelle est la différence entre une turgescence spontanée des jugulaires et un reflux hépatogégulaire? Le reflux hépatogégulaire, c'est quand ça veut au repos, quand vous regardez il n'y a pas les douleurs ne sont pas perçues. Ça, c'est la normale. Il n'y a pas ne sont pas perçues. Si vous comprimez le foie, eh bien là, les jugulaires vont se dilater, elles deviendront turgescentes. Donc, il y a un reflux hépatogégulaire. Il y a du sang en excès au niveau du foie. Quand vous appuyez sur le foie, c'est comme une éponge. Il va aspirer le maximum de sang. Quand vous appuyez dessus, vous allez un petit peu le presser. Il va éjecter un peu de sang. Il va se vider un petit peu, comme si vous pressez une serpillière. Il y aura un peu de sang qui va monter vers les jugulaires. Ça, c'est le premier signe d'une insuffisance cardiaque droite. Si le patient n'est pas diagnostiqué à ce stade-là, il y aura une turgescence spontanée des jugulaires. C'est-à-dire que vous allez avoir des jugulaires spontanément turgescentes. Vous n'avez pas besoin de comprimer le foie pour voir les jugulaires turgescentes. Donc, vous allez d'abord avoir un reflux hépatogégulaire, puis une turgescence hépatogégulaire spontanée, de manière chronologique. Puis l'hépatomégalie, je me répète encore qu'il est régulier, le bord d'hépatomégalie, il est régulier, il est ferme et douloureux. Et enfin, les œdèmes des membres inférieurs. Ah, très bien. Là, la palpation du bord libre du foie. Généralement, il faut commencer par palper la région la plus distale, la région péri-ombilicale, puis progressivement, vous allez venir vous rapprocher de l'hypocondre pour ne pas rater le bord libre du foie. Et progressivement, vous allez faire des pressions, des palpations donc, progressives en vous rapprochant de cette région costale, en essayant d'accrocher le bord libre du foie. Bien sûr, et c'est là que vous allez percevoir, bon, plus le foie plus l'insuffisance cardiaque droite est avancée, plus les le déficit est soit 1 2 cm, 3 cm par rapport au bord costal. Si vous avez le palpable, eh bien, pouvoir décrire ce bord libre, c'est-à-dire cette partie du foie qui est là, parce qu'il y a une partie qui est ce qu'on appelle le bord libre, ce qui est ici. Hein. Enfin, c'est une explication très approximative, excusez-moi parce que je suis fatiguée et normalement il y a un cours spécialement dédié à ça. Je vous ai dit, les signes physiques, c'est d'abord signes physiques normaux, puis il y a un deuxième cours, signes physiques anormaux. On prend réellement 2 heures pour faire chaque cours, hein, au minimum. Et enfin, les œdèmes des membres inférieurs qui vont d'abord être intéresser la cheville, puis les jambes, puis tout le membre inférieur. Progressivement, s'ils ne sont pas traités, et quand vous appuyez, vous allez laisser une marque, ce qu'on appelle le godet, et bien la marque va rester. Et généralement, ces œdèmes-là d'origine cardiaque, ils sont blancs, ils sont indolores, ils sont mous. Mous, c'est-à-dire qu'on peut appuyer dessus, c'est pas rigide. Alors, contrairement à d'autres types d'œdèmes, par exemple l'œdème lymphatique ou ce qu'on appelle le lymphodème, eh bien c'est blanc, c'est indolore, mais c'est pas mou, c'est très rigide. L'œdème par exemple de la phlébite, eh bien c'est rouge, c'est douloureux. Vous voyez, chaque œdème des membres inférieurs, il a ses caractéristiques qui fait qu'on le rattache à telle ou telle maladie. Et enfin, l'insuffisance cardiaque globale, c'est tout simplement l'association des signes d'insuffisance cardiaque gauche et droite, ni plus ni moins. C'est une synthèse, c'est plus. Hein. Donc, du coup, le patient qui se plaint d'insuffisance cardiaque globale va se plaindre de dyspnée et d'hépatalgie. Et quand vous allez l'examiner, vous allez avoir tous les signes droit et gauche associés. Si on commence par la palpation, vous allez avoir un choc de pointe étalé et dévié avec le signe de Harzer.
avec la turgescence et le reflux hépatogégulaire et l'hépatomégalie. Quand vous auscultez votre patient, c'est la tachycardie, le galop et l'éclat du B2. Et enfin, quand vous auscultez le poumon, c'est les crépitants. Et enfin, la palpation des pouls qui sont rapides avec parfois, en cas d'insuffisance cardiaque très sévère, une hypotension. L'hypotension, c'est pas un signe d'insuffisance cardiaque gauche, c'est un signe de gravité de l'insuffisance cardiaque gauche. Alors, je vais voir l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Parce que normalement, dans les signes fonctionnels, dyspnée d'effort, elle est expliquée en détail. C'est au maximum 3/4 d'heure. L'éclat du B2, pourquoi il y a un éclat du B2? Pourquoi pas il y a une baisse du B2? Ça, c'est... Je vous ai dit, rien que les signes physiques, c'est 80% de la sémiologie cardiaque. Hein. Les signes physiques, pas les signes fonctionnels. Écoutez, en matière de sémiologie, vous faites de la sémiologie, vous ne faites pas des études de médecine. Alors, vous saurez diagnostiquer et traiter les maladies quand vous aurez votre diplôme. À la fin de la 6e année, là, vous allez commencer par combiner les signes physiques fonctionnels, examen paraclinique, diagnostic. Le but de ce module, c'est de savoir mettre un terme médical sur les symptômes et les signes physiques du patient. Ça veut dire, vous êtes censé savoir ce que c'est qu'une dyspnée, la différence entre une dyspnée d'effort, une orthopnée, une dyspnée paroxystique nocturne, leur définition, leur signification. Ce que c'est qu'un éclat du B2, ce que c'est qu'une vibrance, un frottement, un souffle. Ça, c'est le rôle de ce module-là. Diagnostiquer les maladies, ce n'est pas le rôle du module. Faire la différence entre les maladies n'est pas le but du module sémiologie. Le S1 clinique, c'est juste pour acquérir les termes médicaux à utiliser. Quand vous passerez en 4e, 5e, 6e année, vous allez parler entre vous, avec vos aînés, un langage médical. Vous allez écrire des comptes rendus médicaux avec un langage médical. C'est ça le but. Vous allez lire des livres de médecine. La sémiologie, c'est un moyen c'est comme une langue. C'est comme une langue que vous allez parler. Vous allez partir aux États-Unis, par exemple. Vous allez acquérir l'anglais. Pourquoi? Pour pouvoir parler avec les gens en anglais, pour pouvoir écrire en anglais, pour pouvoir lire les livres en anglais. Voilà, c'est la même chose. La sémio, c'est pour pouvoir parler entre vous, avec vos aînés, lire les bouquins de médecine. C'est juste un outil. Vous n'allez pas devenir médecin à la fin de la sémiologie. Maintenant, comment faire la différence entre constriction, non-constriction avec le CG? Écoutez, vous ne savez même pas ce que c'est qu'un éclat du B2. Vous ne vous rendez pas compte. Yani, vous ne pouvez pas poser ce genre de questions. Yani, vous ne savez même rien comment dirais-je, de la terminologie médicale. Ce que c'est qu'un éclat du B2, qu'est-ce que ça veut dire, vous ne savez pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller reprendre les deux cours, les signes physiques et les signes fonctionnels, et surtout d'embêter votre responsable de module afin qu'elle exige que le cours soit fait. Ça, c'est votre droit. Il faudrait que le cours soit fait. Le cours est très difficile, c'est l'un des cours les plus difficiles de toute la sémiologie entière. Je ne vais pas répondre à ce genre de questions. Est-ce qu'on considère que la péricardite constrictive, c'est une péricardite sèche? Ça n'a rien à voir. La péricardite sèche, c'est une inflammation aiguë du péricarde. La péricardite constrictive, c'est une fusion entre les deux péricardes, viscérale et pariétale. Ça n'a rien à voir. Dans la péricardite constrictive, les feuillets ne sont pas inflammés, ils sont fusionnés. Zidou. Posez-moi des questions de sémiologie. Pourquoi un épanchement pleural augmente une pression VD? L'épanchement pleural n'augmente pas la pression VD. Zidou. Jamais dit ça. Encore.
Vous pouvez utiliser le micro, hein. Ah, je te l'ai écrit les questions réelles. Les crépitants, vous savez, dans le cas d'une élévation des pressions dans les veines ou dans les artères pulmonaires, ce qu'on appelle la pression hydrostatique, ce qui retient le sang à l'intérieur du vaisseau, ça c'est un vaisseau, ça c'est une alvéole, il y a du sang à l'intérieur. Alors, la pression oncotique, c'est la pression des protéines, elle va retenir le sang à l'intérieur des vaisseaux. La pression hydrostatique pousse le sang à l'extérieur. C'est l'équilibre entre la pression hydrostatique et la pression oncotique qui fait que le liquide au niveau des vaisseaux reste à l'intérieur des vaisseaux. Dans le cas d'une hyperpression dans les artères pulmonaires ou dans les capillaires pulmonaires, la pression hydrostatique l'emporte sur la pression oncotique, du liquide va passer dans les alvéoles, ce mélange de liquide et d'air, c'est ça, ce mélange-là, c'est ça ce qui crée ce bruit de, de crépitant, c'est crépiter, c'est comme le bruit de, du feu, ou là, le bruit de la neige. Vous voyez, quand vous sortez en botte, vous allez vers un endroit où il y a de la neige, là, quand vous appuyez sur la neige, il y a un bruit qui se fait. Ça, c'est ce bruit-là spécial quand vous écrasez la neige avec vos bottes, ça s'appelle les crépitants. Il y a aussi le feu. Quand il y a le feu, est très important. Et quand il fait de bruit, avec le bruit du feu, ça s'appelle aussi des crépitants. Et le bruit, eh bien, c'est le bruit du liquide et de l'air à l'intérieur des alvéoles. C'est tout. Encore. Euh, Pourquoi l'élévation des pressions dans le VD n'entraîne pas un épanchement pleural? Voilà. Je ne l'ai jamais dit. Euh, donc, je ne peux pas expliquer quelque chose que j'ai jamais dit. Parce que ça n'est pas vrai. L'épanchement pleural, qui existe dans la science cardiaque gauche, euh, c'est un autre mécanisme. De toute façon, Anna, je n'ai pas parlé d'épanchement pleural. J'ai fait exprès de ne pas parler d'épanchement pleural. C'est vrai que parfois, on peut avoir de l'épanchement pleural dans le cas de l'insuffisance cardiaque, mais là, je ne l'ai pas dit. Parce que si je le dis, je dois l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer maintenant. Je n'ai pas le temps. Je me suis concentrée sur les signes les plus importants. Oui, j'ai dit que dans le cas d'un épanchement liquidien de très petite abondance, on peut avoir un frottement péricardique. Le frottement péricardique, c'est soit une péricardite sèche, soit une péricardite de petite abondance. Quand c'est de moyen ou de grande abondance, là, vous ne pouvez pas avoir de bruit parce que les deux feuillets ne rentrent pas en contact. Les deux. Pour qu'il y ait un signe de Kussmaul dans la péricardite constrictive et pas dans la tamponnade. Vous pouvez avoir un signe de Kussmaul dans la tamponnade. Mais dans la tamponnade, la turgescence est très importante. Tony. Donc, c'est pas, c'est une question de. Dans la péricardite, dans la tamponnade, les jugulaires sont spontanément turgescentes. Les signes sont très importants. Donc, du coup, le Kussmaul n'est pas très clair, hein. La pression est très élevée d'emblée, la tamponnade, parce que tout est majoré. Mais dans la péricardite constrictive, c'est beaucoup plus discret. On peut avoir une turgescence discrète. Donc, la pression, c'est pas un signe qu'on pourrait voir facilement. Voilà. Dans la tamponnade, la pression jugulaire est très importante.
Donc, ça sert à rien même si on inspire, elle ne va pas baisser. Voilà. Mais je reviens, le Kussmaul est observé dans les 2 cas. Voilà, aussi. Syndrome pseudo-grippal, c'est un syndrome grippal, ni plus ni moins. C'est un syndrome grippal. C'est le syndrome grippal. Ne vous embêtez pas. La turgescence des jugulaires, elle est spontanée. D'ailleurs, on parle de turgescence spontanée des jugulaires. Et le reflux, c'est les jugulaires qui ne sont pas turgescentes, qui ne sont visibles que seulement quand on appuie sur le foie. Quand vous avez une turgescence spontanée des jugulaires, là, c'est fini. Vous ne pouvez pas parler de reflux. Et elles sont spontanément turgescentes. Si vous appuyez sur le foie, elles seront encore plus turgescentes. Ça ne veut rien dire. Donc, c'est une étape classe. Si elles sont turgescentes, c'est fini. D'abord, elles ne sont pas du tout turgescentes. Il faut appuyer sur le foie. Puis, si le patient n'est pas traité, vous aurez un reflux spontanément, pardon, des turgescences. Ah, je suis fatiguée. Une turgescence spontanée des jugulaires. Donc, c'est pas la peine d'appuyer. C'est une deuxième étape. C'est une des étapes beaucoup plus importantes. C'est en termes de gravité. D'abord, il y a le reflux hépatogégulaire, puis la turgescence spontanée des jugulaires, où les jugulaires sont spontanément turgescentes. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le foie pour les voir. Elles sont béantes, claires. ياخد لكم واش دخل هذه في هذه واش دخل لو تاع شوك افيك كولابسوس ولا لو كولابسوس c'est une hypotension هكذا. Et ce collapsus, s'il n'est pas traité, s'il dure assez longtemps, il va entraîner des signes de souffrance viscérale. Et dans ce cas, là, qu'on fait état de choc. C'est un petit peu comme reflux hépatogégulaire et turgescence spontanée des jugulaires. L'un est dans l'autre. Le collapsus, il y a d'abord le collapsus, puis l'état de choc. Et c'est clair que c'est le collapsus qui sera responsable de l'état de choc. C'est évident. C'est l'hypotension qui va donner l'état de choc. S'il n'y a pas d'hypotension, il n'y a pas d'état de choc. C'est évident. C'est le fait que l'hypotension persiste, qu'elle ne soit pas traitée, qui fait que les viscères souffrent. Et quand les viscères souffrent, vous êtes dans le choc. C'est des définitions, Yannick. Au début, vous avez dit que l'état de choc, on peut dire que l'état de choc, c'est un collapsus plus une autre chose. J'ai pas bien entendu. Souffrance viscérale. D'accord. Là, l'état de choc, c'est pas collapsus plus hypotension. Le collapsus, c'est l'hypotension. Ou je puis comme Hajoub. Le collapsus, c'est l'hypotension. L'état de choc, c'est le collapsus plus souffrance viscérale. Vos collègues vont être perturbés. زيدوا. لا تيلي قراي معاكم ولا عايش معاكم؟ Non, non, je pense pas qu'elle a assisté. D'accord. En tout cas, on va transmettre le message et on va essayer de parler avec responsable de module. Et c'est pas possible d'avancer, c'est impossible, c'est impossible. Classe maths il se fait tard, normalement c'est un cours d'1 heure de temps. Malish. Écoutez, bon courage. Hein. Si vous avez d'autres questions, il faudrait me contacter par mail. Là au service. Allez, au revoir.